On va commencer, si vous m'entendez. Donc, vous m'entendez très bien. C'est parfait. Eh bien, bonjour. On va attendre encore une minute, le temps que tout le monde se connecte. Alors, surtout s'il y a un problème en cours de l'atelier, n'hésitez pas à le dire dans le chat de manière à ce qu'on fasse les ajustements nécessaires en régie. On attend encore une petite minute et on va commencer. On y va. Alors, bonjour à tous. Mon nom est Myriam Cronier. Je suis donc responsable de service chez BPI France Assurance Export, en charge de l'international d'expertise, développement de l'expertise et des produits. Et cet atelier vise à faire un mapping en fait des risques politiques, économiques et commerciaux à l'international lorsque vous êtes une entreprise que vous voulez conquérir de nouveaux marchés, quels risques est-ce que vous allez rencontrer et comment les adresser, ces risques. Donc, vous êtes une ETI PME, vous avez une opportunité à l'export, mais vous n'êtes pas familier avec l'international. Ou bien, vous êtes partenaire d'une PME ETI primo-exportatrice. Comment faire pour mieux l'accompagner, la conseiller dans son intérêt comme dans le vôtre pour que son contrat d'exportation se passe bien. Donc, il faut commencer par identifier les risques pour pouvoir aborder sereinement un projet d'exportation. Donc, quels sont ces risques? Quels sont les points d'attention pour les maîtriser? C'est ce que cet atelier va s'attacher à vous présenter. Alors, les risques à l'international. On vous a fait une petite matrice des différents risques à l'international. Dans cet atelier, on va s'attacher plus particulièrement à décrypter les risques politiques et les risques commerciaux. Mais comme vous pouvez le voir, il y a les risques de conformité qui prennent de plus en plus d'importance dans le monde actuel. Il y a évidemment les facteurs culturels, connaissance effectivement du marché, connaissance des usances locales, les risques fiscaux, les risques de réglementation de biens à double usage, etc. Donc, ces risques, il convient de les identifier et lorsque vous vous lancez à l'export, voir comment les adresser en fait. Donc, les risques politiques qu'on appelle également le risque pays, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord le risque politique pur ou risque souverain qui se rapporte à tout ce qui est conséquences de guerre, conflits, troubles politiques, au fait du prince, qui est donc une décision unilatérale, arbitraire de l'État souverain, par exemple de fermer les frontières, l'interdiction d'importer, résiliation arbitraire de l'État du contrat, le risque de contrepartie sur un acheteur souverain ou public, que ce soit donc souverain État, ou émanation de l'État, ministère, voire un acheteur public qui serait un petit peu plus loin du souverain. Et dans ce cas, effectivement, les risques, c'est le risque de la carence de fer, le risque de défaut de paiement. Il y a également les risques économiques qui sont classifiés dans les risques politiques, le risque de change, le risque de non-transfert et les risques catastrophiques qui peuvent impacter votre acheteur et votre contrat. Donc, le risque politique, il est relativement limité au sein du marché unique de l'Union européenne. Par contre, il est bien réel au grand export, dans des États qui font parfois défaut sur leurs créances, dans des États où la devise et les réserves de change peuvent être faibles, dans des États où l'état de droit n'est pas toujours respecté, et
ou bien des États qui ne sont pas en mesure de gérer correctement les risques catastrophiques naturels, dans des régions où des conflits internes ou internationaux peuvent éclater. Donc, pour s'informer sur le risque politique, vous avez tout un tas d'outils. Vous avez la politique de financement export qui vous a été présentée ce matin et pour lequel il va y avoir des ateliers. Il y a des ateliers en ce moment et également à 15 heures pour le décryptage de cette politique. Vous avez les dossiers pays du MEAE. Vous avez les articles publiés par les antennes étrangères de la DG Trésor. Vous avez les services économiques sur lesquels vous pouvez vous appuyer et qui font également des analyses de secteurs, etc. Vous avez Business France, tout le réseau Business France qui est présent dans bien des pays et qui est également à votre disposition pour vous accompagner. Vous avez les fiches pays dont dispose le réseau en région en France, le réseau de BPI France et également ce qu'on appelle les area managers, c'est-à-dire ceux qui sont à l'étranger et qui sont là également pour vous accompagner. Et vous avez toute l'intelligence économique qui est accessible par Internet, les assureurs privés, les CCI, les banques, sur leur site Internet. Diffusent des analyses qui sont à disposition de tout le monde. Alors, la politique de financement export, je ne vais pas m'attarder dessus puisqu'elle a été présentée. Vous avez d'autres ateliers pour la décrypter. Simplement, vous rappelez que sont pris en compte la situation macroéconomique des pays, la solidité du système financier, l'environnement des affaires, la soutenabilité budgétaire, la stabilité institutionnelle du pays, l'environnement géopolitique. Bon, la politique de financement export, c'est aussi un outil de politique export. Il faut garder ça à l'esprit, donc une volonté politique de soutenir particulièrement certains pays. On s'appuie également sur l'évaluation du risque politique par l'OCDE. Ça, c'est un outil qu'on utilise chez BPI France Assurance Export. C'est un classement qui est fait par les experts de l'OCDE dans le cadre de l'arrangement sur les crédits à l'exportation et qui consiste à noter les pays sur une échelle de 1 à 7, le 1 étant le risque le plus faible, le 7 étant le risque le plus élevé, et qui vous permet donc de voir comment les experts de l'OCDE analysent sur une échelle de 1 à 7 chaque pays. Là où vous n'avez rien d'indiqué, ce sont les pays où c'est l'Europe, etc., que nous, on considère comme classés en 0, c'est-à-dire avec encore moins équivalent à 1, en fait. Voilà. En ce qui concerne maintenant le risque commercial. Alors, le risque commercial, c'est le risque de contrepartie, les risques liés à l'acheteur, en fait. Donc, dans le risque commercial, il y a le risque de votre acheteur, il peut conduire à un risque de crédit, donc insolvabilité de l'acheteur, carence de l'acheteur. Il peut conduire à un risque d'interruption du contrat, soit effectivement parce qu'il y a une insolvabilité de l'acheteur aussi, mais également une résiliation arbitraire du contrat par l'acheteur, par exemple, et d'autres risques qui sont un petit peu annexes, qui sont les risques, par exemple, d'appel abusif de caution. Et je vois qu'il y a une coquille sur la slide. Les risques de litige, éventuellement, qui peuvent conduire d'ailleurs à une interruption du contrat, et les risques liés globalement à l'exécution du contrat. En ce qui concerne le risque commercial, ce qu'il faut voir, c'est que vous, en tant qu'exportateur, vous pouvez aussi représenter un risque pour vos contreparties, pour les parties prenantes au contrat commercial, les gens dont vous allez avoir besoin pour réaliser ce contrat. Donc, là, on se situe de l'autre côté de la barrière. Vous êtes un exportateur, vous allez avoir besoin de banquiers, d'assureurs qui vont devoir émettre des cautions, qui vont devoir éventuellement couvrir le risque. Et ces entités-là, eh bien, elles vont vous percevoir, vous, comme risque et analyser le risque que vous représentez du fait, notamment de votre bilan, mais également de ce contrat export. Et donc, chaque partie prenante va avoir sa perception
du risque que vous représentez. Et ça, en tant qu'exportateur, il faut que vous teniez compte de ces perceptions et de la confiance que vous pouvez inspirer donc à votre banquier, donc à vos partenaires financiers, à l'acheteur étranger bien évidemment, et aux fournisseurs qui vont vous permettre de réaliser ce contrat d'exportation. Donc, les fournisseurs, ils vont se demander si vous avez les reins solides et si vous allez pouvoir les payer pour des fournitures dont vous allez avoir besoin pour votre contrat d'exportation. Ils vont peut-être éventuellement aller voir un assureur privé pour se couvrir du risque que vous représentez. Donc, l'assureur privé va vous noter et donc vous évaluer. Et évidemment, l'assureur privé, eh bien, il pourra faire appel à des agences de notation, des agences de renseignement qui pourront effectivement donner des informations sur vous sans forcément que vous en soyez informé. L'acheteur étranger, évidemment, il va regarder votre capacité à faire, votre capacité à émettre les cautions dont il va avoir, qu'il va exiger au titre du contrat, caution de restitution d'acompte quand il va vous payer l'acompte, caution de bonne fin, caution de retenue de garantie, etc. Et pour ces cautions, il va exiger évidemment que ces cautions soient émises par des banques. Donc, vous allez également avoir besoin des banques en tant que partenaire financier pour émettre ces cautions. Et la banque, elle va regarder le risque que vous représentez. Donc, la banque va se demander si votre bilan va bien supporter ce contrat d'exportation, si le contrat est bien ficelé, quel impact ce contrat va avoir sur votre trésorerie, par exemple. Donc, comment maîtriser tous ces risques? Tous ces risques commerciaux. Donc, exportation, internationalisation, ce sont des formidables opportunités pour les entreprises. Mais une exportation qui est mal ficelée, ça peut être source de risques, d'incertitudes, voire d'échecs. Et ça peut même être un enjeu pour la survie de votre entreprise. Donc, il faut non seulement identifier ces risques, mais éventuellement s'assurer, trouver des parades à ces risques. Donc, réduire l'exposition de votre entreprise aux risques, rassurer donc les partenaires financiers et les fournisseurs pour accéder plus facilement à des facilités qui vont pouvoir vous donner pour réaliser votre contrat d'exportation, la mise en place, par exemple, de financement au profit de votre acheteur, la mise en place des garanties, donc des cautions dont j'ai parlé tout à l'heure. Et tout ça, c'est important aussi pour que vous puissiez faire des propositions commerciales compétitives à vos clients étrangers. Donc, pour maîtriser votre risque commercial, la première clé, c'est de connaître votre acheteur, connaître sa solvabilité, ses usages, sa culture, identifier les risques de conformité, blanchiment, corruption, réputation, tout ça, ce sont des éléments qui prennent de plus en plus d'ampleur et sur lesquels il faut être très vigilant. Évidemment, identifier l'actionnariat de votre acheteur et connaître ses dirigeants, la qualité de ses dirigeants. Ensuite, votre contrat, il faut bien le ficeler. Un contrat bien ficelé, c'est quand même une partie du risque qui est mieux maîtrisée. Donc, en amont, il faut déterminer les clauses de votre contrat qui vont permettre son assurabilité, sa bancabilité. Donc, le rôle de vos partenaires financiers, c'est aussi de vous aider pour pouvoir aussi vous offrir après des prestations, par exemple, racheter votre crédit fournisseur, etc. Donc, un contrat bien ficelé, d'abord, c'est un acheteur qui est bien identifié. Il faut déterminer le droit applicable et la juridiction compétente. Donc, en fonction du pays, peut-être qu'il vaudra mieux effectivement choisir des arbitrages CCI, du droit français, etc. Il faut bien évidemment déterminer très précisément les prestations et leur délai d'exécution, déterminer l'entrée en vigueur, les conditions préalables à l'entrée en vigueur, à partir de quel moment êtes-vous véritablement engagé à réaliser ce contrat. Ça, c'est important. Si au dernier moment, vous avez besoin d'arrêter parce que soit il y a un risque politique qui se réalise ou que votre acheteur
qu'il y a un malentendu avec votre acheteur ou quoi que ce soit pour que vous puissiez ne pas trop y laisser de plumes, hein, et bien déterminer aussi les dates de fin des obligations contractuelles. Il faut également définir les conditions de résolution du contrat. Donc, dans quel cas est-ce que vous pouvez vous retirer du contrat, terminer le contrat, estimer que vous n'avez plus de prestations à réaliser, s'il y a un litige, par exemple, si l'acheteur n'a pas exécuté ce qu'il devait exécuter pour que vous-même, vous puissiez exécuter votre contrat, etc. Et bien définir, évidemment, les délais, les conditions de paiement, les acomptes, la devise, etc. Par ailleurs, il va falloir voir si votre acheteur, vous lui faites suffisamment de confiance ou si vous avez besoin d'un garant. Garant maison mère, garantie bancaire ou sûreté en termes de paiement, crédit documentaire confirmé ou voilà, ce genre de choses. Il va falloir aussi que vous identifiez si vous allez avoir besoin de donner des cautions à votre acheteur. Face à chaque paiement qu'il ferait, il y a de fortes chances qu'il demande que vous émettiez des cautions. Donc, ces cautions, il faut que vous veilliez bien à ce qu'elles contiennent des dates butoirs de main levée. On a des cas où effectivement les banques émettent des garanties à première demande et en l'absence de date butoir, eh bien, les cautions ne peuvent pas être main levée. La conséquence pour vous, c'est que la banque ne peut pas mainlever sa caution et continue à vous prélever les frais correspondants, alors même qu'il n'y a plus aucune chance que la caution soit appelée. Mais la banque ne peut pas forcément se retirer du jeu selon les conditions qui ont été prévues au titre de la caution. Par ailleurs, il faut que vous soyez très vigilant sur la façon dont votre contrat est rédigé si vous êtes en particulier en groupement ou si vous êtes sous-traitant. Si vous êtes en sous-traitant, vous demandez par qui vous êtes payé. Est-ce que votre risque porte sur celui qui vous a passé le contrat de sous-traitance, hein, ou est-ce que votre risque porte sur l'acheteur final? Êtes-vous payé if and when, c'est-à-dire simplement lorsque l'acheteur final aura payé, ou êtes-vous payé de façon inconditionnelle par l'entité avec laquelle vous avez contracté? Et en ce qui concerne les groupements, est-ce que vous êtes en groupement solidaire? Est-ce que vous êtes en groupement conjoint? Quelle est votre responsabilité au titre de ce groupement? Responsabilité financière, responsabilité aussi en termes d'exécution. Donc, face à tout cela, il y a des clauses à rédiger. Il y a éventuellement des conventions de groupement aussi à mettre en place. Donc, en fait, il y a un tas de choses qu'il convient d'anticiper. Donc, ça veut dire que lors de la négociation et avant même la remise de l'offre, il faut que vous ayez fait l'état des lieux de tous ces points-là. Il faut que très en amont, vous approchiez les partenaires dont vous avez besoin pour voir quelles seront leurs conditions et éventuellement les répercuter dans vos contrats. Est-ce que vous allez avoir besoin d'un préfinancement auprès de votre banque? Est-ce que vous allez avoir besoin donc d'émettre des cautions? Est-ce que votre banque émette des cautions pour votre compte? C'est plutôt ça. Est-ce que vous allez accorder un crédit à votre acheteur? Et est-ce que ça va être sur votre trésorerie, crédit fournisseur, ou est-ce que ça va être au moyen d'une banque avec un crédit acheteur? Est-ce que vous allez demander une confirmation de crédit? Est-ce que vous allez demander un crédit documentaire qui sera confirmé, etc. Et une autre chose, hein, c'est la fluctuation des devises sur l'offre. Si vous remettez une offre en devise, est-ce qu'il ne faut pas vous couvrir sur le risque de fluctuation de cette devise qui vous obligerait à réaliser un contrat alors même que la devise se serait complètement détériorée et que vos fournitures, vous les payeriez à prix fort? Pendant l'exécution du contrat, il va falloir également vous couvrir contre le risque d'interruption du contrat dans les cas où, par exemple, vous allez faire une machine bien particulière que vous n'allez pas pouvoir revendre par ailleurs si votre contrat ne se réalise pas. Donc, les risques d'interruption du contrat, ils peuvent être couverts au moyen d'une couverture, par exemple, qu'on délivre nous et où on indemnise la perte des dépenses engagées au titre d'un contrat qui ne pourrait pas se réaliser.
Pendant l'exécution du contrat également, si vous accordez un crédit fournisseur, est-ce que vous allez escompter ou céder votre crédit fournisseur de manière à ne pas porter la trésorerie? Est-ce que vous allez le faire auprès de votre partenaire financier habituel et quelles vont être les conditions qu'elle va vouloir voir dans votre crédit fournisseur? Et donc, éventuellement, si l'opération est au comptant, vous couvrir du risque de non-paiement au comptant de l'opération. Et puis, évidemment, pendant la période de crédit, vous couvrir contre le risque de non-paiement du crédit que vous consentissez ou que la banque a consenti à votre acheteur. Et également, vous couvrir contre le risque de volatilité des devises si vous encaissez en devises et que la devise se déprécie. Donc, vous voyez bien que pour obtenir les meilleurs délais, les meilleures conditions financières pour vos garanties, pour votre contrat et pour votre acheteur également, il faut contacter très en amont vos partenaires financiers et éventuellement votre assureur crédit. Donc, faire appel aux assureurs crédit. Quel type d'assureur crédit choisir? Donc, si vous avez des créances à court terme vers le petit export, si vous avez des flux d'exportation vers un pays, des flux réguliers, des acheteurs, si vous avez des acheteurs réguliers avec lesquels vous commercez régulièrement, là, ce sont les assureurs crédits privés qui sont les plus adaptés. Ils vont en fait vous faire signer une police globale et après, vous allez pouvoir gérer les acheteurs que vous voulez faire couvrir et les flux sur lesquels vous avez besoin d'être couvert. Si votre contrat est plus complexe, si vous souhaitez proposer un financement à plus long terme à votre acheteur, alors dans ces cas-là, vous avez le guichet Assurance Export de BPI France qui va donc émettre des garanties au nom, pour le compte et sous le contrôle de l'État. Enfin, pour terminer, vous avez la Team France Export qui peut vous aider dans le sens où elle rassemble toutes les solutions publiques proposées par les régions, les services de l'État, Business France, les chambres de commerce et d'industrie et BPI France, dans l'objectif d'aider les entreprises françaises à l'international, à l'export. Donc, l'objectif, c'est effectivement de proposer aux ETI-PME un parcours à l'export qui soit plus lisible, efficace et adapté. C'est l'objectif de cette Team France Export qui repose sur 13 guichets uniques régionaux où vous avez 250 conseillers qui peuvent vous apporter des conseils de proximité. Et à l'étranger, vous avez la Team France Export, vous avez un réseau de 750 conseillers qui sont répartis dans 65 pays, avec lesquels d'ailleurs les area managers de la direction de l'export de BPI France travaillent en étroite collaboration. Pour cela, vous avez une plateforme qui s'appelle la plateforme des solutions sur Internet et qui regroupe une mine d'informations et avec des liens, etc., qui vous redirigent vers les différents acteurs. On vous a mis donc le lien sur cette slide. Voilà. Ben, écoutez, ici s'arrête la présentation et on va ouvrir donc le chat aux questions. Je peux revenir peut-être sur effectivement ce qu'on appelle les créances court terme. Alors, les créances court terme, je vous ai indiqué qu'effectivement, il y avait les assureurs crédits privés. Ah ben voilà, quelle différence entre… Oui. Les créances court terme, ce sont en général les créances qui sont à moins de 2 ans.
où effectivement BPI France Assurance Export n'intervient vraiment qu'en subsidiarité du marché privé. C'est la différence entre ce qu'on appelle les risques cessibles et les risques non cessibles. Les assureurs crédits privés prennent les risques cessibles, et quand il y a des risques qui sont non cessibles, à ce moment-là, effectivement, BPI France Assurance Export intervient. À ce titre, pendant la crise du Covid, la façon dont l'État est intervenu pour essayer de promouvoir le maintien des lignes des assureurs crédits privés, c'est au moyen du dispositif Cap France Export, qui était un dispositif de réassurance, que les exportateurs voyaient via leurs assureurs, c'est-à-dire qu'ils avaient leur police habituelle conclue avec leurs assureurs crédits privés, et en bac, en fait, ces assureurs crédits privés avaient conclu des accords de réassurance avec l'État, enfin ont conclu, puisque Cap France Export fonctionne toujours, ont conclu des accords pour se faire réassurer. Alors pendant la période de crise, c'était tout pays, puisqu'il y a eu un moment où effectivement l'Union européenne a considéré que tous les risques habituellement cessibles étaient devenus non cessibles, et donc on a pu intervenir en réassurance sur l'intégralité des pays. Et à partir de fin mars, en fait, le dispositif Cap France Export sera maintenu sur les risques non cessibles, c'est-à-dire que tout ce qui est Union européenne et pays riches de l'OCDE sortiront du dispositif, puisque les assureurs crédits privés, normalement, auront repris sans besoin de cette réassurance de l'État. Si évidemment, dans un cas comme ça, vous rencontriez des problèmes pour couvrir des risques sur des pays dits à risque cessible, c'est le genre de choses qu'il faut nous faire remonter. Et donc, le dispositif Cap France Export perdurera en réassurance des assureurs crédits privés sur les risques dits non cessibles, avec une tarification qui permettra d'intervenir véritablement en subsidiarité du marché. Alors, je vois qu'il y a une question qui est-il envisageable que BPI France puisse proposer, comme d'autres ici, des garanties cessibles également sur le court terme? Écoutez, alors voilà, la problématique, c'est que je pense qu'effectivement, les assureurs crédits privés déjà sont très vigilants à ce qu'on intervienne en subsidiarité. Et au niveau de l'Union européenne, normalement, si le marché existe, on n'intervient pas. Voilà. Donc, par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que Cap France Export, il y a des lignes directrices globales, et que si jamais votre contrat ne rentre pas dans les critères classiques de Cap France Export, l'assureur crédit privé doit nous contacter pour nous indiquer les particularités de cette opération, notamment en termes de montant maximum, et on peut accorder des dérogations. Donc, il ne faut pas hésiter effectivement à faire appel à votre assureur crédit privé et à faire mention de ces dérogations que l'on peut accorder, pour autant évidemment que l'assureur crédit privé nous saisisse. Vous avez également moyen de nous faire remonter tout problème que vous rencontreriez via directement à BPI France Assurance Export, à mes équipes, ou bien à la Direction générale du Trésor. Alors, le problème du privé est l'encours sur des destinations export. Elles sont limitées, effectivement, mais voilà, donc ça rejoint ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a la possibilité de déplacer ces plafonds, de dépasser ces plafonds, pardon, par une saisine. Et tout ça, ça a été très clairement délimité, indiqué à vos assureurs crédit. Donc, l'assureur crédit privé avec lequel vous travaillez doit nous approcher en demandant de dépasser ce plafond. Si jamais ce n'était pas le cas, eh bien encore une fois, saisissez-nous et on fera le lien. Sur les 5 assureurs privés qui sont partie prenante au dispositif Cap France Export et qui représentent quasiment, enfin une très très grosse part du marché export, vous avez AXA, Coface, Groupama, Euler et Atradius. Voilà.
Alors, je vois une question qui est: quelle est la différence entre Coface et BPI France? Alors, avant 2017, les garanties publiques gérées pour le compte de l'État étaient au sein de Coface. En 2017, le 1er janvier 2017, très exactement, l'intégralité des garanties publiques ont été transférées dans le groupe BPI France, dans une filiale dédiée qui s'appelle BPI France Assurance Export, et qui est donc qui est mandaté par l'État pour gérer pour son compte en son nom. Donc ce sont des garanties vraiment de l'État en direct et sous son contrôle, les garanties de l'État. Donc Coface n'agit plus du tout pour le compte de l'État au titre des garanties publiques. Par contre, Coface agit en tant qu'assureur privé et peut être réassuré par BPI France, notamment sur Cap France Export. J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas si vous voulez des précisions. Alors, les limitations des bénéficiaires sur Cap Export, petites entreprises, non, sauf erreur, le dispositif Cap France Export n'est plus limité aux petites entreprises. On peut très bien couvrir des grands groupes à présent. Il n'y a plus de limitation. Alors, effectivement, les limitations qu'il y a sur il y a les limitations de 5 millions d'euros par exportateur et par cédante. Voilà. Mais encore une fois, ça, ce sont aussi des plafonds qui peuvent être dépassés si vous en demandez expressément. Si vous demandez à votre assureur privé de déroger à cela. Est-ce que ça répond à vos questions? Alors, il y a quelque chose qu'effectivement, on n'est pas rentré dans les particularités des produits de BPI France Assurance Export. Hein. La particularité de BPI France Assurance Export qui agit pour le compte de l'État et qui, bien évidemment, engage les fonds publics, c'est qu'il y a un intérêt pour l'économie française. Donc, au niveau d'une opération d'exportation classique, on va demander un minimum de 20% de part française dans le contrat. À la différence des assureurs crédits privés qui ne font pas du tout, qui n'ont pas du tout cette approche, sauf sauf pour la réassurance dans le cadre de Cap France Export, où effectivement il y a quand même des conditions de minimum de part française, ce qui est logique compte tenu de notre rôle, qui est de soutenir l'économie française. Maintenant, BPI France Assurance Export a développé un autre produit qui a une approche très différente, qui est la garantie des projets stratégiques dont on parle beaucoup en ce moment et qui a une approche non pas de montant minimum d'exportation, par minimum d'exportation, mais qui a une approche d'intérêt national pour l'économie française à l'étranger. Donc, ce dispositif, hein, il existe depuis 3 ans maintenant, 2-3 ans. Il a été modifié tout récemment par décret pour permettre d'ouvrir à des opérations qui seraient domestiques. Pour autant, encore une fois, qu'elles s'inscrivent dans un contexte de concurrence étrangère ou d'intérêt national dans un contexte de compétition internationale. Donc, c'est cette fameuse garantie des projets stratégiques où on ne va pas regarder donc la part d'exportation, mais on va vous demander de faire un argumentaire sur en quoi votre projet est stratégique pour l'économie française, non pas pour vous, non pas pour votre entreprise, mais pour l'économie française, c'est-à-dire que peut-être que vous êtes sur une niche, hein, sur une filière que l'État veut développer, sur les énergies renouvelables actuellement, effectivement, sont très je dirais, on vend en poupe pour ce type de produit.
Et dans ces cas-là, sur la base de cet argumentaire, l'État jugera si effectivement ce produit peut vous être délivré. Et après, c'est une instruction classique avec un dépôt de dossier auprès de BPI France Assurance Export. D'ailleurs, au départ même, l'argumentaire doit être fourni à BPI France Assurance Export qui travaille évidemment main dans la main avec l'État pour déterminer notamment si l'opération est éligible à la GPS. Donc, si vous avez des questions sur cette garantie des projets stratégiques, n'hésitez pas également à nous contacter. Peut-être qu'on pourrait rappeler l'adresse. On a une adresse générique qui s'appelle assurance-export@bpifrance.fr. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer des demandes et à nous saisir pour toute question que vous pourriez avoir sur la GPS, sur Cap France Export, etc. Y a-t-il d'autres questions ? S'il y a des points peut-être où je suis passée un peu vite, vous souhaiteriez que je revienne, n'hésitez pas. Procédure de demande de garantie. Alors, procédure de demande de garantie d'un point de vue très pratique. Alors, vous avez sur notre site internet, donc BPI France, sur le site BPI France, vous avez la demande d'assurance crédit. Vous avez une demande en ligne qu'il vous faut remplir. Alors, cette demande, elle va vous paraître très, très longue. Vous pouvez très bien contacter nos équipes pour demander de l'aide. Vous avez aussi les gens en réseau qui peuvent vous aider pour cela. Le réseau BPI France, il y a à peu près dans toutes les implantations régionales, vous avez des contacts, des gens spécialisés pour l'export et qui connaissent très bien nos process. Donc, n'hésitez pas à les solliciter pour vous aider à remplir ces demandes d'assurance crédit, à vous expliquer ce qu'il faut remplir en termes d'annexes. Parce que, évidemment, en assurance crédit, on peut avoir des contrats extrêmement différents et forcément, notre demande d'assurance crédit, elle est large. Maintenant, avec un petit peu d'aide, vous comprendrez comment ça fonctionne et il y a la procédure. Une fois donc votre demande déposée, elle va être affectée à un service opérationnel. Donc, tout ce qui est gestion opérationnelle est faite au siège à Drouot, en fait. Et donc, BPI France va instruire votre dossier. Donc, regardez votre demande d'assurance crédit, vous contacter, prendre contact avec vous pour accuser réception de cette demande, éventuellement demander des compléments d'information. En général, on interroge le service économique à minima, on l'informe de l'opération. Donc, n'hésitez pas, si vous avez une opération, à vous rapprocher du service économique local. Nous, c'est notre comment dire, c'est ceux qui vont nous renseigner sur l'opération localement. C'est notre œil local qui va nous donner les informations nécessaires éventuellement sur l'acheteur, sur la pertinence de l'opération, etc. Donc, n'hésitez pas à le contacter. Donc, on va instruire l'opération et après, en fonction du montant de l'opération, de sa durée, soit on va avoir, et de ses caractéristiques, soit on va avoir délégation pour l'instruire en interne et donc prendre la décision en interne, soit ça remontera à la commission des garanties, donc, qui l'étudiera et qui rendra un avis. Et après, on vous délivrera, dans tous les cas, que ce soit en délégation ou en commission, on vous délivrera une promesse de garantie qui aura une durée de 4 ou 6 mois selon que vous ayez une stabilisation de taux ou pas. Alors, c'est vrai que je ne suis pas rentrée dans ces particularités-là, mais en général, s'il n'y a pas de demande, s'il n'y a pas de crédit acheteur derrière ou de rachat ou d'escompte de crédit fournisseur, ce sont des promesses de garantie qui ont une durée de validité de 6 mois. Si votre contrat commercial
est conclu et que toutes les conditions sont remplies pendant la durée de cette promesse, vous allez nous en informer au moyen de documents qu'on vous indiquera et on vous délivrera une police d'assurance. Voilà. Donc, en gros, le process, c'est celui-là. N'hésitez pas à aller regarder sur notre site. Sur notre site, vous avez un certain nombre de documents qui vous expliquent cela et évidemment à solliciter, encore une fois, les gens en réseau, voire au siège, pour qu'on vous explique les procédures, le fonctionnement et pour vous aider à remplir la demande d'assurance crédit. Voilà. J'espère que ça a répondu à votre demande. Alors peut-être on pourrait revenir sur ce qui est couverture des cautions et préfinancement. Donc je vous en ai parlé dans ma présentation. Votre acheteur va peut-être vous demander d'émettre des cautions ou vous allez peut-être avoir des termes de paiement qui vont être difficiles à porter pour votre trésorerie. Donc il y a 2 produits que nous avons chez Assurance Export, hein, donc évidemment toujours avec la couverture de l'État. Hein. C'est la couverture des cautions et des préfinancements. Et donc là, c'est une couverture qu'on va donner à votre banque pour la rassurer sur des éventuelles difficultés que vous auriez, vous, en cas d'appel de la caution. C'est-à-dire que vous allez avoir un acheteur qui va vous demander d'émettre une caution de restitution d'acompte, par exemple. Il va vous payer un acompte de 15%. Il va demander en face une caution pour se rassurer sur le fait que les 15% payés, eh bien, il va bien avoir son contrat réalisé. Et donc, cette caution, vous allez demander à votre banque qu'elle l'émette. Et donc, elle va l'émettre en portant le risque que si votre situation est mauvaise, vous ne puissiez pas la rembourser en cas d'appel de cette caution. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couvrir la banque. Donc, dans ces cas-là, vous allez nous approcher en demandant, en estimant le risque, le besoin de caution que vous avez à émettre sur cet acheteur, ou globalement sur plusieurs acheteurs même. Vous allez nous demander une enveloppe de caution que l'on va instruire, que l'on va accepter à certaines conditions, au regard de votre situation financière. Et après, vous allez nous indiquer les banques avec lesquelles vous travaillez. Et ces banques, il peut y en avoir plusieurs, et ces banques vont, dans ces cas-là, pouvoir se faire couvrir à chaque fois que vous allez émettre une caution, couvrir du risque qu'en cas d'appel de la caution, vous ne soyez pas en mesure de rembourser la banque du montant de la caution. Voilà pour les cautions. Pour les préfinancements, ça fonctionne un peu pareil, c'est-à-dire que vous allez évaluer vos besoins de préfinancement, vous allez aller voir votre banque. Alors, en général, on fonctionne moins par enveloppe au niveau du préfinancement. C'est plutôt à chaque opération qu'effectivement, on va délivrer une enveloppe de préfinancement quand même au titre d'un contrat, et la banque va pouvoir être couverte de ce préfinancement par BPI France Assurance Export, enfin par l'État via BPI France Assurance Export. Voilà. Y a-t-il d'autres questions qui seraient arrivées entre-temps ? Alors, comme on est en train de
de vous le signaler sur le chat. N'hésitez pas à poser vos questions. On va rester connectés jusqu'à 15 h si vous voulez. Si vous souhaitez qu'on revienne sur un point sur lequel on serait passé un peu vite, ou bien pour creuser sur les produits. À cet égard, peut-être sur le site BPI France, vous avez ce qu'on appelle notre continuum de produits qui a été d'ailleurs évoqué ce matin et qui montre quels produits on peut délivrer à une entreprise selon son développement à l'export. Donc, on va commencer effectivement par l'assurance prospection avec l'APA, l'assurance prospection accompagnement, pour véritablement vous accompagner à l'export avec une partie conseil qui est obligatoire. Et ensuite, si vous, au fur et à mesure de l'évolution de votre société, eh bien, vous pourrez accéder à l'AP, qui sont pour des tickets plus importants et pour des chiffres d'affaires plus importants également. Vous avez plein, sur le site internet, vous avez des synthèses, ce qu'on appelle les synthèses, sur chaque produit que j'évoque là. Donc, sur l'assurance prospection accompagnement, sur l'assurance prospection classique. Ensuite, effectivement, souvent, vous allez avoir besoin, donc, à ce moment-là, d'assurance caution et préfinancement. Concomitamment, vous pouvez avoir besoin également d'assurance export. Alors, assurance export, assurance crédit export, on a plusieurs produits. On a la couverture des contrats commerciaux, c'est-à-dire le risque d'interruption, le risque de couverture des cautions, qui est… alors là, c'est non pas le risque que… c'est pas la couverture de la banque, mais c'est de vous couvrir, vous, contre le risque abusif des cautions que pourrait appeler votre acheteur, donc de façon abusive. Donc, que l'on couvre à l'intérieur de la couverture de l'interruption de marché ou voire séparément pour les cautions de bonne fin et de retenue de garantie. Ou de soumission même. On peut également couvrir une caution de soumission que vous auriez à remettre au niveau de l'appel d'offres. Ensuite, effectivement, vous pouvez avoir besoin de vous couvrir pour des opérations au comptant. Alors, on l'a vu, les petites opérations au comptant, en général, ça va plutôt chez les assureurs crédit privé, mais en subsidiarité du marché, on peut vous couvrir sur des opérations au comptant, sur des pays plus compliqués ou bien sur des durées plus longues, au-delà de 2 ans. Et puis, après, effectivement, si vous accordez un crédit fournisseur à votre acheteur, on peut vous couvrir directement de ce crédit fournisseur. Et puis, si ensuite vous décidez de l'escompter ou de le céder à une banque, eh bien, on peut couvrir la banque, alors même qu'on aurait commencé par un crédit fournisseur, par couvrir un crédit fournisseur avec vous, on peut basculer sur la couverture de l'escompte ou de la cession de crédit fournisseur au profit de la banque. Là-dessus, je peux peut-être vous indiquer que vous avez la direction des financements export de BPI France qui propose ce produit de rachat de créances, de rachat de crédit fournisseur pour des opérations de petite taille. Donc, n'hésitez pas aussi à les contacter et on se parle. Et à ce moment-là, on instruit effectivement en assurance, nous, les dossiers que vous aurez pu avoir déposés chez Financement Export, qui va s'assurer donc chez BPI France Assurance Export. Et puis après, si effectivement vous avez des opérations plus importantes, eh bien, on bascule sur le crédit acheteur avec la couverture de la banque et qui vous permet à vous d'être payé immédiatement et tout en accordant un crédit acheteur, un crédit donc à votre acheteur. Voilà. Vous verrez que sur notre site, il y a donc effectivement la garantie des projets stratégiques qui est un peu à part, l'assurance des investissements à l'étranger qui est aussi un produit que l'on offre en subsidiarité du marché privé parce que le privé couvre maintenant beaucoup les opérations d'investissement à l'étranger, mais en général, nous, on est en mesure d'offrir des durées plus longues et sur des pays peut-être un peu plus compliqués.
Et donc, ça, c'est une couverture qui ne couvre que les risques politiques, en fait. Sachant qu'il y a par ailleurs, chez BPI France, des produits qui peuvent couvrir votre risque d'échec à l'international avec la garantie des projets à l'international, que vous pouvez également trouver sur notre site, non pas donc sur BPI France Assurance Export, sur la partie Assurance Export, mais sur la partie garantie. Alors, l'appel abusif d'une mobilisation de caution. Alors, votre question, c'est qu'est-ce que l'appel abusif ? Par exemple, dans le cas d'une prestation de service jugée non conforme par le client, mais conforme par vous-même, en fait, c'est ça, par le prestataire. Alors, c'est toute la problématique du litige. C'est qu'effectivement, on a des cas où l'exportateur estime qu'il a effectué correctement sa prestation, l'acheteur estime que ce n'est pas le cas, et il y a un appel où notre difficulté est de voir si c'est abusif ou pas. Il est clair que lorsqu'il y a litige entre un exportateur et son acheteur, nous, on ne va pas trancher le litige. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'effectivement, ce soit tranché. Alors, soit effectivement, vous avez un acheteur dont on sait pertinemment qu'il a l'habitude, enfin qu'il n'est pas de bonne foi. En fait, ce qu'on va essayer de voir, c'est on va essayer de se renseigner. On va essayer de voir s'il y a, je dirais, un track record sur cet acheteur. Hein. Il y avait un moment où effectivement on savait que ça date d'il y a un certain temps, hein, mais que les acheteurs taïwanais, par exemple, étaient assez de mauvaise foi, les acheteurs publics taïwanais. Donc on savait, en opportunité, on pouvait prendre la décision parce qu'on savait que manifestement, ça pouvait être de l'appel abusif. Mais globalement, quand il y a un litige, on attend que le litige soit tranché pour pouvoir indemniser. Ce qu'il faut voir, c'est que nous, en tant que gestionnaires des garanties publiques et donc de l'argent des Français, hein, du contribuable, on a un devoir évidemment de vigilance et un devoir de pouvoir avoir des recours. Si par exemple on vous indemnisait alors même qu'il y a litige et que vous perdiez contre votre acheteur, nous n'aurions plus aucun recours. Donc, dans des conditions où il y a litige, on essaie de comprendre la situation. On peut en opportunité estimer que raisonnablement, il y a un appel abusif, mais en l'absence d'informations, on n'indemnise pas. Il y a eu des cas où il y a eu des appels abusifs de caution sur des pays pour des raisons politiques. Appel de toutes les cautions sur l'Iran, par exemple. Là, c'était clair, il n'y avait pas de sujet. On savait que c'était abusif. Il y avait des problèmes diplomatiques, des problèmes de sanctions. Là, il n'y avait pas de sujet. Et voilà. Donc, c'est vraiment de l'analyse au cas par cas. Et encore une fois, le litige, on n'est pas là pour trancher les litiges. Et on a toujours besoin de pouvoir avoir des recours. C'est quelque chose qu'il faut avoir en tête, c'est que nous, en tant qu'assureurs, on a besoin de recours. On ne peut pas intervenir si on n'a pas de recours, on n'a pas le droit. C'est vraiment le fondement de notre intervention. Y a-t-il d'autres questions ? Pour les prestations de services, puisque je vois qu'il y en a qui peut-être sont dans ce domaine-là,
On a la couverture des contrats commerciaux qui permet de répondre à cela, où on a la possibilité de faire du revolving, c'est-à-dire qu'on va vous couvrir sur un certain nombre sur un montant en fait que vous aurez déterminé, un montant de risque. Et donc, ça peut être revolving, c'est-à-dire si effectivement votre prestation finit par être payée, on va redébloquer la possibilité que vous fournissiez de la prestation additionnelle, etc. La difficulté qu'on a sur la prestation de service, c'est qu'effectivement, le principe de l'assurance, c'est qu'à partir du moment où ça ne va pas, il y a une aggravation du risque, on limite le risque. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous couvrir en vous disant vous avez un contrat de 100, on va couvrir le contrat de 100 alors que vous allez réaliser progressivement des prestations de service. Vous allez définir le plafond maximum que vous avez de perte compte tenu des délais de paiement que vous avez et de la fréquence de la réalisation des prestations. Et en fonction de ça, ce plafond, ça veut dire que si vous avez une aggravation du risque, vous avez l'obligation de nous en informer. Ça, c'est aussi le principe de l'assurance, obligation d'information. Et dans ces cas-là, de limiter la perte, c'est-à-dire que vous allez arrêter de livrer vos prestations. Et donc, nous, on va vous couvrir du dommage que vous avez subi à ce moment-là, en faisant un compte de perte, en regardant ce que vous avez engagé, ce sur quoi vous avez été payé et en faisant le solde du compte de perte. Et si jamais tout se régularise, qu'il y a un paiement, etc., de la part de votre acheteur, dans ces cas-là, vous pouvez reprendre le contrat et puis on recommence en revolving comme ça. Voilà. Y a-t-il une dernière question? Parce que je crois qu'on ne va pas tarder à arrêter. N'hésitez pas sur des sujets qui seraient même assez éloignés tant que ça reste de l'assurance export. Peut-être on peut rappeler, je ne sais pas si elle figure, l'adresse globale sur laquelle, voilà. Alors déjà, vous avez sur l'avant-dernière slide, notre site. Voilà. Et l'adresse, je vous la redonne, on aurait dû la mettre, c'est assurance-export@bpifrance.fr. Le tiret du 6. Et encore une fois, je vous invite à aller consulter la plateforme des solutions sur Internet. Il peut également y avoir des opportunités d'affaires qui sont dessus. Voilà. Donc, vous avez vraiment un tas d'outils à votre disposition. À un moment, on parlait de boîte à outils. Pensez à cette boîte à outils qui regroupe la CCI, évidemment la team France Export les regroupe tous, les Business France, les Area Managers et vos contacts en région. Vous avez sans doute peut-être aussi déjà des contacts en région, en domestique. Eh bien, sachez que quasiment dans toutes les régions, vous avez des spécialistes à l'export qui sont là pour vous renseigner et pour nous remonter les demandes que vous pourriez avoir. On peut aussi, au cas particulier, organiser des webinaires sur certains sujets. Voilà, évidemment, peut-être pas pour une entreprise en particulier, enfin, quoi qu'on le fait, pourquoi pas, effectivement, pour expliquer nos produits. Donc, n'hésitez pas, effectivement, à nous contacter. Et si vous avez un contact régional, en priorité, passez par votre contact régional. Très bien. Écoutez, je vous remercie beaucoup. On clôture là cet atelier. Merci pour votre écoute et en espérant avoir répondu à vos questions. Au revoir.